Pour peindre à l'aquarelle, il y a 3 choses importantes. La fabrication de la couleur, la fabrication du papier et la fabrication des pinceaux. Pour les pigments, il y a 2 grands groupes, végétal, minéral, et un tout petit groupe animal, ce qui est très rare et qu'on a beaucoup de mal à trouver. Le rouge de carmin, qui est produit par la cochenille, les bêtes qui sont sur les plantes, mais une cochenille spécifique, et puis un très beau rouge, le murex, qui est un coquillage. Le pigment végétal. Vous retrouvez des grands classiques comme la garance, le pastel, l'indigo, le safran, la betterave, le gaude, le noyer, etc., etc. Beaucoup de plantes ont un pouvoir teintant. Les matières minérales, comme son nom l'indique, sont des roches et des minéraux que nous trouvons sous la terre et qui seront après broyés finement pour pouvoir être utilisés. Dans les 3 groupes, nous appelons ça un pouvoir tinctorial. Une fois que les pigments sont réduits en poudre, pour pouvoir peindre à l'aquarelle, il vous faudra du pigment bien entendu, de la gomme arabique et pour la conservation, un peu d'huile essentielle de clou de girofle. Et si vous aimez une aquarelle un peu aqueuse, vous pouvez rajouter un peu de miel blanc. La gomme arabique, qui est indispensable à la fabrication de la couleur, vient d'un arbre de la famille des acacias. Celle-ci est obtenue par écoulement naturel à la base, sur le tronc ou par incision. La sève coule, se durcit et on la ramasse, elle devient comme une petite boule. La fabrication des pinceaux. Ceux-ci sont fabriqués encore entièrement à la main. Il y a 2 grands groupes de pinceaux, les pinceaux montés sur plume et les pinceaux montés sur virole. Les pinceaux à réserve d'eau, qu'on appelle aussi pinceaux montés sur plume, sont malheureusement peu ou plus fabriqués avec de la plume, mais plutôt avec du plastique. Ces pinceaux servent pour pouvoir avoir une très grande absorption de l'eau et des pigments afin de pouvoir faire des grandes surfaces de travail sur le papier aquarelle. Les pinceaux montés sur virole, même principe, le poil est relié au manche par une petite virole mécanique. Ces pinceaux n'ont pas une très grande absorption d'eau, mais permettent un travail plus linéaire avec une gestuelle plus dynamique. La fabrication des pinceaux ont beaucoup évolué avec le temps comme le papier. À l'origine, nous ne trouvions que des pinceaux à base de poils animal, martre, blaireau, porc. Aujourd'hui, nous trouvons de très bons pinceaux synthétiques qui remplacent vraiment le poil animal. En 1777 marque une évolution sans précédent dans la fabrication de la feuille lisse. À l'image du parchemin créé à partir de la peau de veau, le velin, aspiré par les Anglais et leur technique, les montgolfiers réussissent à obtenir une qualité de papier égale à partir de la pâte à papier. En 1910 que Gaspard Mariol, avec son oncle, met au point un papier pour s'adapter aux exigences de l'artiste Jean-Auguste Dominique Ingres. Après-guerre, ces machines étant dispersées, il se tourne vers Canson pour fabriquer le papier Montval qui existe toujours chez Canson. Le papier cellulose est fabriqué à partir de bois, comme des essences de hêtre, de bouleau, d'eucalyptus, de pin, d'épicéa, etc., etc. Il existe aujourd'hui de nouvelles fibres comme la canne à sucre et le bambou qui voient le jour pour les papiers d'aquarelle. Un autre élément est indispensable à la fabrication du papier d'aquarelle, c'est l'encollage. Celui-ci est mêlé à la pulpe au cours de la fabrication ou déposé à la surface de la feuille. Ces substances de collage, amidon ou gélatine, sont incorporées à la pâte de papier, ayant comme objectif de limiter la capacité d'absorption du papier et de garantir une bonne tenue des fibres, pour un rendu optimal même après des corrections répétées. Sans gélatine, les couleurs et l'eau traverseraient directement le papier et seraient comme un buvard, donc impossible à travailler. Le papier chiffon ou coton est fabriqué
par des fibres naturelles, principalement de coton. On utilise les jeunes fleurs de coton en raison de sa finesse et de la longueur de ses fibres. Ces caractéristiques confèrent au papier sa résistance mécanique à la déchirure et à l'éclatement, son fort pouvoir d'absorption, sa texture très agréable et aussi une blancheur naturelle sans azurant optique. Au fil de temps, il gardera sa blancheur, au contrario du papier traité aux azurants optiques qui jaunira petit à petit. Il y a deux grands types de fabrication pour le papier aquarelle. La première, la fabrication sous forme ronde. Cette fabrication est lente et onéreuse. Par ailleurs, elle répartit la pâte à papier sur le feu de manière aléatoire, donnant une surface plane et stable, idéale pour contrôler l'évolution de l'eau et des pigments par les artistes. La deuxième fabrication est sur table plate. Elle est plus rapide et bien entendu moins onéreuse. La qualité est intéressante, mais il sera beaucoup plus sensible au gondolement et à l'étalement de la couleur. Il y a également des grammages. Donc pour l'aquarelle, en règle générale, on utilise du 300 grammes. Quand on veut aller sur des formats un petit peu plus grands, il est intéressant de prendre du 640 grammes et il y a jusqu'à du 850 grammes. Donc plus le papier est épais, plus il a ce qu'on appelle de la main et il y a un pouvoir d'absorption et pour garder l'humidité qui est beaucoup plus long puisque le papier est plus épais, absorbe plus d'eau et donc du coup laisse du temps pour travailler. Par ailleurs, il absorbe beaucoup plus d'eau, mais il absorbe aussi beaucoup plus de pigments. Sur les papiers aquarelles, vous trouverez des différents grains. Donc le grain satin est un papier presque lisse. Le grain fin, comme son nom l'indique, a un grain qui est relativement réduit et modéré. Et le papier torchon qui a un grain très marqué. Dans les nouveaux papiers, il y a des papiers comme le papier Yupo, qui est des papiers glacés pour des techniques où on laisse aller l'aléatoire et on donne des textures. Une chose aussi est très importante et indispensable pour pouvoir peindre l'aquarelle, c'est l'eau. Sans l'eau, pas d'aquarelle. Donc ce sera notre client qui servira à faire la rencontre entre le pigment et le papier. Après toutes ces explications, vous avez pu constater que le papier et les pinceaux ont beaucoup évolué en quelques années, même simplement en 20 ans. Et donc, vous allez comprendre la différence entre les peintures de William Thornley et les aquarellistes d'aujourd'hui. À l'époque de William Thornley, il y avait peu de papier avec du blanc. Les papiers étaient un peu bistres ou même teintés un peu dans les gris ou les marrons. Donc, bien entendu, l'aquarelle étant souvent transparente, il fallait donner un pouvoir opaque un peu plus couvrant à l'aquarelle. C'est pour cela qu'on rajoutait dans les couleurs claires un petit peu de blanc pour rendre celle-ci plus opaque. À l'heure actuelle, les papiers sont très blancs, donc nous jouons avec la transparence du papier et nous gardons le blanc du papier et nous n'avons plus besoin de rendre opaque l'aquarelle et à la limite, nous cherchons plutôt les couleurs transparentes pour jouer avec la luminosité que donnera le papier en rétroprojection. Pour teindre son papier, mettre le café dans le lèche-frite bien chaud, attendre qu'il refroidisse complètement avant de tremper son papier. Il est possible de faire la même chose avec du thé, avec de l'encre de Chine indélébile diluée dans l'eau, avec des peaux d'oignon, avec tout produit teintant indélébile bien entendu quand vous viendrez travailler à l'aquarelle par-dessus. Bien tremper la totalité de sa feuille, la retourner plusieurs fois pour que l'ensemble du papier soit bien imprégné. Le lèche-frite du four est idéal parce que la grandeur est assez importante pour pouvoir y tremper quand même des feuilles d'un format certain et préparer plusieurs feuilles à la suite.
Il est préférable de retourner sa feuille et de la pousser soit avec une petite baguette en bois, soit avec une petite pince pour éviter les traces d'empreintes digitales si jamais vos doigts sont un petit peu gras, ce qui peut arriver au niveau de la peau, ou mettre des gants. Alors quand c'est du thé, du café, ça va. Quand c'est du brunoise, du vrai brunoise, vous avez intérêt de mettre des gants parce que sinon vous avez les doigts qui vont rester tout marron. Une fois que le papier est bien imbibé, vous le prenez sur l'angle et vous le laissez pencher pour faire un petit peu évacuer toutes les gouttes sur le bord d'un torchon, ou avec un pinceau vous essuyez délicatement. Après, moi je le prends avec une petite pince de dessin sur un angle et j'accroche la petite pince à dessin sur un fil avec le chiffon au-dessus, comme ça je le laisse égoutter tranquillement. En règle générale, quand on prend un angle et qu'on laisse sécher tranquillement, il ne gondole pas. Pour avoir des effets de matière, vous pouvez saupoudrer du marc de café légèrement sur votre feuille quand il est dans le café. Vous pouvez également attendre, alors on ne le voit pas bien sur la photo, mais ça, quand ça commence à matifier, mettre un petit coup de jet, de vaporisateur avec l'eau, ça va faire des taches, ou du gros sel. Enfin, il y a plein de solutions pour avoir des fonds colorés et avec des marbrures différentes. Réalisation sur un papier coloré avec du brunois et un petit peu d'encre de Chine. Pour préparer du blanc ou autre couleur, prendre des pigments, puis rajouter de la gomme arabique liquide, quelques gouttes. Commencer à mélanger avec un couteau de peinture pour voir la consistance et si besoin est, rajouter légèrement de la gomme arabique. Attention, sauf si vous désirez l'effet, plus vous allez rajouter de gomme arabique, plus votre peinture sera brillante. Ça agit un petit peu comme un vernis. Une fois que vous avez bien mélangé la gomme arabique et vos pigments, vous allez pouvoir ajouter une chose essentielle qui est le clou de girofle. L'huile essentielle de clou de girofle, ça évitera la moisissure de la peinture et donc une bonne conservation dans le temps. Si vous aimez les peintures un peu plus aqueuses, vous pouvez rajouter une pointe de miel, de préférence du miel de printemps blanc pour éviter une coloration au blanc. Vraiment bien mélanger pour retirer toute la granulosité possible entre le pigment qui est un petit peu compacté dans le pot, bien mélanger au couteau sur quelque chose de dur. Et après, à l'aide du couteau, le mettre dans son petit pot. Alors les petits pots de maquillage bien nettoyés, ou alors pour moi ce qui est vraiment idéal, c'est si vous avez les petits pots de cure de gelée royale, le couvercle ferme très bien et on ne risque pas de le renverser dans le sac quand on va peindre en extérieur. Voilà, donc vous pouvez faire ça avec tous les pigments que vous pouvez ramener de vos voyages et avoir, voilà, vous pouvez avoir la possibilité de fabriquer vous-même vos peintures. C'est simple, ça prend peu de temps et ça se conserve très très bien. Alors, bien entendu, il n'y a pas, comme dans toutes les aquarelles à l'heure actuelle, des solidifiants à la lumière, des choses un petit peu chimiques qui va permettre la conservation dans le temps des couleurs, mais ça vous permet de jouer avec des pigmentations que vous pouvez ramener et que vous ne trouvez pas forcément dans la gamme de peinture classique. Bonne préparation. Cette petite vidéo pour vous montrer comment peignaient les peintres comme William Tornet sur un papier qui n'était pas complètement blanc. Il fallait pour cela opacifier l'aquarelle avec un peu de blanc de zinc. Bien entendu, l'important c'était de garder la transparence de l'aquarelle. Le blanc était là juste pour opacifier et rendre les couleurs claires lumineuses, car par transparence de l'aquarelle, les jaunes, les verts clairs pouvaient s'éteindre un petit peu à cause du fond du papier. Donc cette petite vidéo va vous montrer comment procéder. Alors ce n'est pas le même coup de pinceau, c'est pas tout à fait la même façon de peindre, bien entendu parce que chacun a sa patte, mais la démarche picturale était celle que vous allez voir dans cette vidéo. Une fois que le dessin est établi, lorsque nous peignons en extérieur, il est important de mettre tout de suite les ombres. Ça permet, quand le soleil tourne, de savoir d'où vient le soleil. William Tornet mettait ses ombres avec du violet, pour contraster justement avec la complémentaire du papier qui était souvent jaune.
Quand on travaille en extérieur, il est important d'être un peu plus rapide que quand on travaille en atelier. Donc pour noter les choses importantes, nous allons mettre les couleurs les plus claires sur l'ensemble du sujet. Puis nous allons recouvrir les ombres qui étaient en violet par la couleur que nous souhaitons. Là notamment la couleur de la pierre. Pour rajouter le blanc qu'il y avait dans le mur au niveau des joints, que nous n'avons pas à cause du papier, nous mettons un peu de cette préparation de blanc. Celui-ci est préparé exactement de la même façon que sont préparées les couleurs de l'aquarelle, du pigment, de la gomme arabique, le tout bien mélangé, un peu d'huile essentielle de clou girofle pour éviter la moisissure, et pour certains qui aiment la peinture plus aqueuse, on rajoutait un petit peu de miel, mais c'était assez rare. Le miel peut aussi servir à la conservation. Comme vous pouvez le constater, on ne le voit presque plus parce qu'il a été absorbé par le papier. Là, on renforce les ombres, ce qui va donner du contraste et qui va permettre, alors c'est vrai que ça peut paraître surprenant, mais le foncé, quand on met à l'aquarelle, fait ressortir les clairs. Là, on va travailler la profondeur de la végétation et on travaille un petit peu tous les éléments qui vont donner le regard au premier plan. On peut rajouter un petit peu de blanc pour accentuer les lumières. Bien entendu, celui-ci est très dilué et il ne se travaille pas du tout comme la gouache. Après la pose des couleurs sur le mur, nous allons attaquer la végétation. Donc l'aquarelle, c'est toujours des couleurs claires pour aller vers le foncé. Donc on va mettre toutes les couleurs claires et petit à petit, on va rajouter des couleurs foncées en négatif, c'est-à-dire en négatif, en mettant du foncé pour faire ressortir les formes claires. Là aussi, dans le vert et le jaune, j'ai ajouté un petit peu de blanc pour le rendre plus couvrant. Maintenant, nous passons à la porte avec de l'ocre jaune et un peu de terre de sienne brûlée. Voilà, toujours pour donner le jus, on nourrit le papier. Après, le ciel est important, donc là, pour le coup, pour avoir du bleu sur un papier un peu jaune, il est impératif de mettre un tout petit peu de blanc, sinon vous auriez un ciel un peu verdâtre, bien entendu, puisque le bleu et le jaune donnent du vert. Alors, je travaille avec des pinceaux montés sur virole à forme ronde. Il n'y en avait pas beaucoup puisque à cette époque-là, il n'y avait pas de synthétique. C'est des pinceaux en marque qui coûtaient relativement cher. Donc à cette époque, on en avait peu et on travaillait plus avec des bosses plates à base de poils de porc, de blaireau et de petits gris, le poil d'écureuil. À chacun sa personnalité. J'ai une particularité, c'est de travailler assez détaillé, voire très détaillé. William Tornay, lui, était un peintre avec une peinture d'extérieur beaucoup plus enlevée. Il travaillait à peu près avec 3 gammes de nuances de couleurs, les clairs, les moyens et les foncés. C'est d'autant plus vrai que lorsqu'on travaille en extérieur, on est obligé d'être plus rapide pour saisir les instants qui sont sous les yeux car la lumière change beaucoup. Et c'est vrai qu'on a tendance, enfin personnellement j'ai tendance à faire plus de détails quand je suis en atelier parce que du coup on a un certain confort de travail. William Tornay, dans ses peintures, avait une forme d'écriture très dynamique, jouant sur les ombres et les lumières et les contrastes de couleurs. Il n'y a pas que les contrastes des valeurs de la lumière, donc il travaille aussi beaucoup avec les complémentaires. Fin du 19e, début du 20e, les aquarellistes travaillaient plutôt avec des couleurs couvrantes et maintenant avec les papiers que nous avons qui peuvent avoir beaucoup de blanc et qui nous permettent la transparence, 90% des peintres cherchent plutôt les couleurs transparentes pour récupérer la lumière par le papier. Je vous invite à regarder les tableaux de William Thornley, enfin surtout les aquarelles, et vous pourrez voir que dans les ciels où il n'a pas utilisé de blanc dans le bleu, le fond est un petit peu verdâtre.
Petit à petit, je vais monter dans les détails pour faire apparaître les pierres, le volume de celles-ci, les joints, et après redonner aussi du volume à la végétation et au portail. Donc bien entendu, quand on met des couleurs foncées et qu'il y a une épaisseur, nous pouvons la dégrader pour éviter un cernage systématique. Cela va donner plus de vie au sujet. Vous pouvez remarquer que l'ensemble de l'aquarelle est plus ou moins travaillé, donc je vais travailler par étapes. La première étape, comme je vous ai dit tout à l'heure, c'est de mettre les ombres, puis les jus les plus clairs, et après remonter les valeurs avec le détail. En mettant les valeurs, je fais apparaître le détail des choses. Par contre, je vais travailler dans son ensemble, puisque chaque chose a une résonance les unes envers les autres. Le risque de travailler qu'une seule chose jusqu'au bout, par exemple le portail, le commencer et le finir dans tous ses détails, vous risquez quand vous allez travailler la couleur du mur et de la végétation être en déséquilibre puisque les couleurs interagissent les unes à côté des autres. Donc c'est important de toujours placer l'ensemble des couleurs et les monter au fur et à mesure pour qu'il y ait une harmonie colorée dans l'ensemble du tableau. Je reviens en mettant des petites zones claires avec donc mon pinceau avec ma couleur jaune et vert de vessie avec un tout petit peu de blanc. Et puis je vais mettre l'ensemble de la végétation pour planter complètement le décor campagnard. Donc cette petite porte existe toujours, hein, je pense que vous l'avez reconnue à l'entrée du château de Grouchy. Voilà, un petit clin d'œil. William Tornay l'a peint à l'huile et vous a envoyé une version aquarellée. Donc une fois que la végétation va être complètement placée, je vais revenir petit à petit sur le premier plan, c'est-à-dire sur le plan central, le portail. Je repars sur la végétation pour lui donner plus de contraste et de profondeur en faisant apparaître les petites formes, les petites masses, ce que j'appelle le zigouigoui vibrant de la végétation. Donc là, je n'utilise plus de blanc dans ma couleur, c'est la couleur pure. Quand nous utilisons des couleurs foncées, elle est relativement assez couvrante pour ne pas perdre de la perdition pigmentaire par rapport à la couleur du papier. Et comme nous avons mis l'aplat de couleur claire sur l'ensemble de la végétation, ça nourrit le papier, donc celui-ci va être moins absorbant. Alors, la végétation est toujours un travail assez long. Il faut arriver non pas à travailler feuille par feuille, mais masse par masse. Et en mettant une couleur foncée pour faire ressortir les formes claires, tout en dégradant cette couleur pour avoir vraiment des masses qui rentrent bien les unes derrière les autres. Quand nous travaillons comme ça par étapes, le pain peut s'arrêter où il veut dans la précision du sujet. Donc moi je vais aller vers quelque chose d'assez précis, mais quand on travaille comme ça, on peut se dire, bah là, il y a une unité d'écriture, l'ensemble me convient, je ne veux pas travailler plus en détail, soit la végétation, soit la porte, donc on peut s'arrêter quand on travaille comme ça le sujet d'ensemble. L'aquarelle, on peut venir revenir du moment qu'on part toujours de la couleur claire vers la couleur foncée et non pas l'inverse. Donc il faut vraiment penser en amont, visualiser son sujet pour pouvoir ne pas perdre les couleurs claires de la végétation ou des volumes de la porte et du bois.
Donc là, vous pouvez vraiment voir que le foncé fait apparaître les masses claires de la végétation et pour avoir le maximum de nuances, on ne peut pas l'obtenir en un jet. Donc si, comme William Tornay, on travaillait avec 3 nuances, c'est-à-dire un clair, un moyen et un foncé, il revient 3 fois sur sa végétation. Quand on veut avoir plus de nuances et de valeurs intermédiaires, on est obligé de revenir 4, 5, 6, 7 fois si besoin. Alors souvent, quand les gens qui n'ont pas l'habitude font la végétation, ils dessinent les troncs en premier, ce qui est une grave erreur. On fait les troncs vraiment en dernière minute, car la végétation passe aussi devant le tronc. Donc du coup, ça va pouvoir permettre d'accentuer le volume. Si vous avez un tronc et puis des branches sur le côté, du coup, vous aurez l'impression d'avoir un arbre qui est tronçonné, que si vous faites apparaître par-ci, par-là le tronc, et en remettant des couleurs foncées à la base du tronc dans la végétation, le feuillage va se poser sur le tronc et vous aurez quelque chose qui a plus de vie. Donc avec les briques, on va bien comprendre le côté travail en négatif. Vous voyez que quand on met la couleur claire et qu'on ne passe pas sur les joints, donc les couleurs de la brique étant plus soutenues que les joints, du coup le joint apparaît. Mais on ne travaille pas du tout le joint, on travaille que la brique. Alors les ombres sont importantes car elles donnent effectivement du volume aux objets, mais elles posent aussi la végétation ou les objets sur le sol, sur un plan, pour pas qu'on ait l'impression que tout va s'envoler en lévitation. Et puis les ombres vont aussi permettre de planter les feuilles au centre et planter les feuilles sur l'arbre. Là, pour les fleurs de la végétation, il n'y a pas d'autre moyen, puisqu'elles sont blanches, que d'utiliser la préparation de blanc. Mais vous verrez que quand c'est sec, il n'y a pas du tout d'impression de gouache. Donc vous pouvez voir que le travail en négatif est très important. Ça fait ressortir les objets les uns par rapport aux autres, donne du volume, plante les choses et donne de la vie au sujet, ce qui évite le côté des fois un peu naïf et un peu raide de la végétation. Alors c'est vrai que c'est un travail de longue haleine, il ne faut pas être trop pressé et il y a une chose aussi qu'on ne voit pas forcément sur la vidéo, c'est attendre les temps de séchage. Parce que si votre papier est trop humide ou trop froid,
par moment, et ben du coup, si vous continuez à travailler trop, il faut toujours être à l'écoute et au regard de son papier. Les couleurs peuvent venir ternes. Et c'est souvent ça qui fait que des fois vous êtes un peu déçu, que votre aquarelle est un peu terne, c'est que vous n'avez pas attendu assez les temps de séchage. Même quand on travaille dans le mouillé sur mouillé, il y a des moments où il faut impérativement faire sécher complètement le papier, attendre qu'il se repose et éventuellement revenir humidifier celui-ci. Parce que sinon, les couleurs, les pigments n'ont pas le temps de rentrer dans la fibre du papier, restent en superficie de celui-ci et les couleurs deviennent toutes ternes. J'espère que cette petite vidéo vous a éclairé un petit peu sur la façon de peindre sur un papier un peu plus bistre. Le travail sur un papier blanc est approximativement pareil, sauf que on n'utilise pas le blanc, puisque le papier étant assez blanc, on n'a pas le problème de rendre la couleur plus opaque.